Bonjour donc à toutes et à tous. Ce matin, l'économie mondiale et la géopolitique s'entrelacent plus que jamais. À Washington, la Réserve fédérale américaine ajuste ses taux avec prudence entre inflation persistante et inquiétude sur l'emploi. Dans le Golfe, la stabilité attire les investisseurs asiatiques tandis que Pékin, malgré un excédent commercial record, tire la sonnette d'alarme sur sa croissance et sur ses dettes locales. En Chine, toujours, les entreprises européennes et américaines repensent leur chaîne d'approvisionnement pour limiter leur dépendance stratégique. Sur le front diplomatique, Donald Trump défie l'Europe et redessine les rapports de force transatlantiques. Et en France, le Parlement s'accorde sur une hausse massive du budget de la défense, symbole d'un pays déterminé à protéger ses intérêts. 6 enjeux cruciaux, une planète sous tension et des décisions qui façonnent notre avenir économique et politique. La Réserve fédérale américaine a opté hier pour une baisse de son taux directeur d'un quart de point, le ramenant dans la fourchette 3,5-3,75%. Une décision attendue mais loin d'être consensuelle. Le FOMC s'est divisé 9 fois contre 3, une configuration rarement observée depuis 2019. D'un côté, Stéphane Miran plaidait pour une baisse plus franche de 0,5 points dans l'idée de soutenir davantage l'économie avant son départ en janvier. De l'autre, Jeffrey Schmid et Austan Goldsby estimaient, eux, qu'il fallait maintenir le cap et éviter de relâcher la pression trop tôt. Une opposition qui reflète parfaitement le dilemme actuel. Comment ajuster les taux sans fragiliser l'équilibre entre inflation et activité ? Le communiqué officiel reste, lui, fidèle à la formule prudente utilisée fin 2024. Le comité examinera attentivement les données, l'évolution des perspectives et l'équilibre des risques. La dernière fois qu'il avait employé ces termes, aucune baisse, je vous le rappelle, n'avait été décidée pendant 9 mois. Et lors de sa conférence de presse, Jérôme Powell a tenté d'apaiser les marchés adoptant un ton mesuré. Il a dit que nous sommes, je le cite, bien placés pour attendre et voir comment l'économie évolue. Le message reçu 5 sur 5 par les marchés financiers, puisqu'hier le Dow Jones a gagné 500 points et les rendements obligataires ont reculé. Mais les fameux dot plots apportent, eux, une lecture plus nuancée. Les projections restent inchangées, une seule baisse en 2026, une autre en 2027, avec un retour progressif vers 3%, le taux neutre à long terme. De plus, 7 responsables ne souhaitent aucune baisse l'an prochain et 4 participants ont exprimé des réserves, signe que le consensus est loin d'être acquis. Sur le plan macroéconomique maintenant, la Fed a relevé sa prévision de croissance pour l'exercice 2026 à 2,3%, mais anticipe une inflation au-dessus de 2%, et ce jusqu'en, tenez-vous bien, 2028. Parallèlement, la Banque centrale relance des achats de treasuries à hauteur de 40 milliards de dollars, une mesure destinée à stabiliser des marchés de financement encore fragilisés. Enfin, un autre enjeu plane au-dessus de la Fed. Jérôme Powell, je vous le rappelle, ne dispose plus que de 3 réunions avant d'être potentiellement remplacé par le candidat choisi par Donald Trump. Et Kevin Hassett est, je vous le rappelle, donné favori avec 72% de probabilité. Et dans ce contexte de données économiques incomplètes, conséquence de 6 semaines de paralysie administrative et d'un marché du travail qui pourrait connaître 1,1 million de suppressions d'emplois d'ici novembre, la Fed avance avec prudence. Une baisse de taux donc, mais dans un environnement où l'incertitude domine et où chaque décision doit désormais être calibrée au millimètre. Les investisseurs asiatiques se ruent sur les obligations et prêts du Golfe comme des enfants jouent devant une vitrine de Noël. Et pourquoi donc ? Eh bien parce que pendant que les États-Unis et la Chine se chamaillent sur la scène mondiale, la région du Golfe offre stabilité, croissance et rendement qui ne hurlent pas panique générale. Selon des données compilées par LSEG, les émissions obligataires au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont bondi de 20% pour atteindre 126 milliards de dollars sur les 9 premiers mois de l'année. Un record. Et la faute à qui ? Eh bien principalement aux 6 pays du Conseil de coopération du Golfe qui diversifient leur économie et aux investisseurs asiatiques qui, eux, diversifient leur portefeuille. Comme le disent les experts, eh bien, les investisseurs chinois se lâchent enfin hors des États-Unis. Et les chiffres donnent le vertige. Les prêts syndiqués de la région destinée à l'Asie-Pacifique ont plus que triplé, passant de moins de 5 milliards à 16 milliards de dollars depuis janvier. Et pendant ce temps, le FMI, lui, prévoit 3,9% de croissance cette année pour la région et 4,3% en 2026, alors que dans le même temps, eh bien, la croissance mondiale rame à seulement 3,1%. Bref,
Le Golfe devient le club med des investisseurs en quête de tranquillité. Côté commerce, c'est un festival. Les échanges entre Asie et Golfe explosent de 15%, atteignant 516 milliards de dollars, soit presque le double des échanges avec l'Occident. Les allocations asiatiques dans la dette du Golfe grimpent de 5,7% début 2025 à 15-20% aujourd'hui. Et dans le hit parade, eh bien, les investisseurs asiatiques ont acheté, tenez-vous bien, 40% des obligations qataries émises pour 1 milliard de dollars le mois dernier. Et pour corser le tout, eh bien, Pékin ouvre le marché aux obligations panda en yuan, promettant un marché chinois de plus de 20 000 milliards de dollars. Résultat, l'Asie s'offre une tournée mondiale des obligations et le Golfe se retrouve avec une armée d'investisseurs séduits pendant que Washington et Pékin continuent de se chamailler comme des enfants dans la cour de récré. Les dirigeants chinois tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Pourtant, ironie du moment, c'est la même Chine qui vient d'annoncer un excédent commercial gigantesque, plus de 1030 milliards de dollars en 11 mois, soit un record absolu. Autant dire que le pays gagne la guerre commerciale, mais s'inquiète quand même, une performance presque artistique. Et pour commencer, eh bien, notez que le Politburo réuni en ce début de semaine a appelé à une meilleure coordination entre l'économie intérieure et ce qu'il appelle pudiquement la lutte économique et commerciale internationale. En clair, restez vif, ça peut partir en vrille, car derrière les chiffres brillants, l'économie chinoise se fatigue. Une croissance retombée autour de 4,7%, une consommation qui reste 7% en dessous des niveaux pré-pandémiques dans plusieurs secteurs, des investissements immobiliers en chute de plus de 9% et un secteur immobilier en perte de gravité. Ensuite, eh bien, Pékin veut développer ce qu'il nomme de nouvelles forces productives, autrement dit, les industries du futur, la robotique, les technologies avancées, l'innovation high-tech. C'est ambitieux, mais cela masque mal la réalité, puisque la Chine doit désormais compter davantage sur sa demande intérieure qui ne pèse encore qu'environ 38% du PIB, très loin des standards des économies occidentales. Et ça, ce n'est pas gagné. Par ailleurs, même si les tensions commerciales avec les États-Unis se sont apaisées, le danger vient désormais d'ailleurs. Le Japon réfléchit à des contre-mesures liées à Taïwan. Le Mexique envisage des droits de douane sur des importations chinoises représentant près de 120 milliards de dollars. Et l'Europe, par la voix d'Emmanuel Macron, menace d'actes forts alors que le déficit commercial UE-Chine dépasse les 400 milliards d'euros. Bref, la mondialisation se referme comme une porte automatique trop pressée. De plus, les dettes locales chinoises explosent. Les provinces ont déjà émis 1370 milliards de yuan d'obligations pour éteindre les incendies financiers, soit 71% de plus que prévu. Pékin assure que cela diminue le risque, mais que l'ambiance, elle, reste celle d'un hôpital où l'on coupe les alarmes pour mieux dormir. Finalement, la Chine avance mais sur un fil, le Politburo promet des mesures mais avance prudemment et dans un monde où les tensions montent, Pékin c'est une chose, même les surplus records ne suffisent plus à acheter la paix et la tranquillité. La diversification des chaînes d'approvisionnement hors de Chine passe désormais des intentions aux décisions concrètes. C'est en tout cas l'analyse de Jens Escullen, président de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine, alors que les entreprises réévaluent leurs risques après une année 2025 particulièrement volatile. Et selon lui, eh bien, les dépendances critiques sont désormais examinées avec une précision nouvelle. L'exemple le plus parlant, eh bien, prenez cet exemple. L'Europe peut-elle produire du dentifrice sans ingrédients chinois? Une interrogation qui intervient alors que Pékin continue d'afficher une puissance commerciale considérable, 1030 milliards de dollars d'excédent sur les 11 premiers mois de l'exercice et 37% des containers mondiaux expédiés depuis ces ports sur les 3 premiers trimestres de l'année contre 31,7% avant la pandémie. Une progression alimentée par la faiblesse du yuan et la surcapacité industrielle. Mais cette domination commerciale suscite un retour de bâton. La Chine a en effet fait l'objet de 198 enquêtes de l'OMC l'an dernier, un record dont plus de la moitié initié par des pays développés. En parallèle, Pékin a renforcé ses propres contrôles à l'exportation, accentuant
les inquiétudes des entreprises face aux risques politiques. Les comportements d'investissement confirment cette évolution. 47% des entreprises américaines ont redirigé leurs investissements prévus pour la Chine, tandis que 73% des entreprises européennes jugent-elles qu'il est devenu plus difficile d'y faire des affaires. Mais toutefois, la diversification, notez-le bien, ne signifie pas une relocalisation. Il s'agit plutôt d'un redéploiement vers d'autres partenaires comme le Mexique, le Vietnam ou bien encore l'Indonésie. D'ailleurs, notez que la moitié des entreprises européennes observent que leurs fournisseurs chinois délocalisent eux-mêmes une partie de leur production à l'étranger. L'équation est donc claire, la Chine reste incontournable, mais les entreprises cherchent désormais des chaînes d'approvisionnement plus résilientes, moins exposées aux décisions souveraines de Pékin et mieux adaptées à un monde où géopolitique et commerce sont désormais indissociables. Et si l'Europe croyait que Donald Trump avait un faible pour elle, eh bien, il est temps de revoir ses illusions. En début de semaine, le président américain a encore dégainé sa rhétorique, qualifiant nos dirigeants de faibles et le continent en déclin, je le cite, évidemment. Et ce alors que l'Union européenne tente désespérément de se montrer ferme et crédible face à la guerre en Ukraine. Le contraste ne pourrait pas être plus frappant. L'Europe agit, Trump bavarde et le Kremlin applaudit. En minimisant les efforts européens, les efforts militaires, diplomatiques ou bien encore financiers, Trump ne fait pas que critiquer, il redessine la carte du pouvoir mondial. Sa logique est simple, une Europe forte et coordonnée n'est pas un allié mais un obstacle. Chaque déclaration affaiblit donc l'OTAN et renforce le levier russe. Même les discussions avec Kiev et Moscou se déroulent sans participation européenne, soulignant la dépendance du continent vis-à-vis de Washington. La dimension personnelle, par ailleurs, des relations diplomatiques est tout aussi révélatrice. Macron, tour à tour encensé, critiqué, illustre la difficulté de maintenir une diplomatie stable avec un interlocuteur imprévisible. Merz, van der Leyen, Starmer naviguent, chacun à leur manière, dans un océan politique agité où traités, alliances et engagements militaires vacillent sous l'effet des déclarations américaines. Géopolitiquement, le message est clair. Sous Trump, l'Europe devient à la fois spectatrice et variable d'ajustement. Sa nouvelle stratégie de sécurité nationale considère explicitement une Europe forte comme un risque plutôt qu'un allié. Le Kremlin, naturellement, lui, s'en félicite. Résultat, eh bien, chaque sommet, chaque plan de paix, chaque discussion sur l'Ukraine se transforme en exercice de haute voltige. La diplomatie n'est plus une question de tradition de traité, mais d'agilité stratégique, savoir imposer ses lignes rouges, manœuvrer avec prudence et faire entendre sa voix malgré un partenaire principal imprévisible. Et dans ce théâtre transatlantique, parler ne suffit plus, il faut agir très vite. Mercredi 10 décembre, soit hier, les députés ont adopté à une très large majorité le principe d'une hausse de 6,7 milliards d'euros du budget de la défense. Un vote voulu par le Premier ministre Sébastien Lecornu qui cherche à desserrer l'étau autour du budget de l'État actuellement enlisé au Sénat. L'opération se veut symbolique, mais le symbole a tout de même la valeur d'un petit porte-avions financier. Face à l'Assemblée nationale, Lecornu a déroulé un argumentaire classique mais solide. La France doit assumer son rôle de grande puissance et garantir sa sécurité pour défendre ses intérêts partout sur la planète. Le message est clair. Dans un monde incertain, on préfère viser large. Et tant pis si cela ressemble un peu à une perche tendue pour rassembler une majorité introuvable sur d'autres postes budgétaires. Côté hémicycle, le score ressemble à un match plié dès la mi-temps, 411 voix pour, issues du camp présidentiel de l'alliance RN-UDR, du PS et de l'IOT, contre 88 voix venues de LFI et du Parti communiste français. Sur X, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a salué un consensus rare en espérant qu'il créera un appel d'air pour boucler le reste du budget. Autrement dit, puisque tout le monde est d'accord pour financer les chars, peut-être que certains accepteront de voter les lignes moins glamour. Marine Le Pen, elle, voit dans la démarche une instrumentalisation du budget militaire pour faire passer un budget de l'État punitif. Le RN votera pour les armées, mais pas pour le reste. Une position qui lui permet de rester ferme tout en apparaissant responsable, soit la quadrature du cercle politique. Mais vous le savez, tout le monde s'y essaie. Au final, ce vote confirme surtout deux choses. La défense reste l'un des rares terrains d'union nationale et le budget de l'État, lui, reste une montagne qu'il faudra encore escalader.
Petit détour par la microéconomie, puisque hier, Oracle a publié et le titre d'Oracle a été chahuté par la communauté financière, puisque l'action a plongé de plus de 10% après la clôture. Le résultat, la raison, on la connaît, c'est, eh bien, même si la publication est solide, elle est inférieure à ce qu'avait modélisé le consensus. Pour preuve, le chiffre d'affaires qui a atteint 16,06 milliards de dollars, en hausse de 14% en glissement annuel, contre 16,21 milliards anticipés par les marchés. Même constat pour Oracle Cloud Infrastructure, 4,08 milliards, soit 68% de croissance sur un an, mais c'est pas suffisant pour les marchés, et tout simplement pourquoi ? Parce que la monétisation de l'intelligence artificielle est trop lente eu égard aux investissements massifs qui sont réalisés dans le secteur. Pour exemple, Oracle a investi 12 milliards de dollars au dernier trimestre, un record historique largement au-dessus des 8,5 milliards du trimestre précédent et des 8,25 milliards attendus par la communauté financière. Des dépenses massives qui contribuent bien à une chose, à faire renaître le débat sur une potentielle bulle de l'IA. Les dépenses astronomiques, souvent financées par la dette, se transforment-elles réellement en profit ? C'est toute la question que se pose de nouveau la communauté financière. Avant de faire un point sur la performance des principaux indices, les principaux actifs mondiaux de la planète, regardons ce à quoi les investisseurs sont attentifs aujourd'hui. D'un côté, on aura tous les secteurs de la tech européenne qui sera scruté de très près, ensuite à cette publication d'Oracle. Et par ailleurs, on cherchera toujours, c'est le marché de l'emploi qui sera sous le feu des projecteurs en début d'après-midi, heure de Paris, puisque ce sont les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage qui seront publiées à 14h30. Je vous rappelle que le consensus les a modélisées en légère hausse par rapport à la semaine précédente. Jetons un coup d'œil maintenant à la réaction des grandes places financières mondiales lors de la séance d'hier. Et en Europe, les marchés ont terminé la séance sans orientation nette, dans un climat d'attentisme généralisé avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Dans l'ensemble, les investisseurs se sont montrés particulièrement prudents, puisque cette décision était largement anticipée, mais elle est entourée, cette décision, d'incertitudes quant à la trajectoire monétaire à venir. L'absence d'indicateurs macroéconomiques européens significatifs a renforcé cette phase d'attentisme dans un marché alors focalisé sur le discours attendu de Jérôme Powell. Dans ce contexte, à Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,37% à 8022 points. Londres a légèrement progressé de 0,14%. Francfort a, lui, reculé de 0,22%. Aux États-Unis, Wall Street a clôturé en hausse, portée, vous vous en doutez, par la nouvelle baisse, la troisième baisse consécutive de taux de la Réserve fédérale américaine et par des anticipations d'inflation plus modérées pour l'an prochain. Selon les nouvelles projections, l'inflation pourrait retomber à 2,4% en 2026, ce qui renforce pour plusieurs analystes la perspective d'une ou deux baisses de taux supplémentaires l'an prochain. Le Dow Jones a gagné 1,05%, le Nasdaq 0,33% et le S&P 500 0,67%. Enfin, les prix du pétrole sont restés relativement stables hier, malgré la troisième baisse de taux de la Fed, troisième baisse consécutive de taux de la Fed. Les investisseurs surveillant surtout les évolutions en Ukraine. Il n'y a pas eu d'actualité majeure, ont noté les experts. La détente monétaire américaine, bien anticipée, soutient théoriquement la demande en pétrole, mais le marché reste partagé. D'un côté, la surabondance attendue en 2026 avec la hausse de production de l'OPEP+, limite les hausses, les velléités haussières. De l'autre, les sanctions contre la Russie et la situation en Ukraine entretiennent une certaine nervosité. Et dans ce contexte, le Brent pour livraison février a gagné 0,44% hier à 62,21 $. Le WTI, son équivalent américain, pour livraison janvier, a lui pris 0,36% à 58,46 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 11 décembre. Et juste après, nous retrouverons le Chronodax d'Éric Seban. À tout de suite.